Alors, on va passer à une session de 3 keynotes, à 3 exposés avec 4 femmes absolument passionnantes. On a le plaisir d'accueillir Laurence de Villers. Merci de l'applaudir. Vous êtes professeure en intelligence artificielle à Sorbonne Université, chercheuse au CNRF. Vous avez une chaire en IA qui s'appelle Human, qui porte sur l'interaction affective entre les humains et les machines. Également parmi nous, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Aline Aubertin. Merci d'applaudir Aline. Aline est présidente de l'association Femmes Ingénieurs et vous dirigez également une école l'ISEP. Et vous serez accompagnée de Gabrielle Ben Saïd. Merci d'applaudir Gabrielle. Étudiante en intelligence des données justement à l'ISEP qui va nous parler de son parcours. Et puis enfin la quatrième, on a le plaisir et l'honneur de recevoir Mélanie Guéné. Merci d'applaudir Mélanie. Mélanie est vice-présidente de la Société mathématique de France, coordinatrice du collectif Maths et Sciences. Voilà Mélanie. Alors on va démarrer avec vous Laurence, pendant que Mélanie va nous rejoindre. Alors Mélanie va arriver. On démarre avec vous Laurence. Vous allez nous dire, finalement, nous parler de ces métiers du futur, métiers qu'on ne connaît pas encore pour la plupart. C'est assez incroyable de se dire qu'effectivement, il y a des métiers aujourd'hui, bon, c'est compliqué de se dire on va les faire puisque ces métiers vont énormément évoluer, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Et puis vous allez également nous parler de la représentation des femmes à travers les machines. Merci de vous installer. Voilà, merci. À travers les machines, des enjeux éthiques et puis surtout du besoin d'éduquer, on en a déjà parlé, du besoin d'éduquer dès l'enfance, dès les premières années. On vous écoute. Merci beaucoup, merci à Aude, merci à toutes pour nous retrouver aujourd'hui pour parler de ces sujets qui sont des sujets majeurs et qu'on ne voit pas forcément illustrés dans tous les médias. On nous parle beaucoup de la peur des machines, mais on ne parle pas de la peur que les femmes ne comprennent rien à ces machines. Alors, inventeur d'humanoïdes. J'essaie de passer la slide suivante, ça ne marche pas. Vous allez le passer pour moi? Non, en principe, ça marche. Okay. Donc, ce n'est pas de la science-fiction. On en a partout autour de nous, des Google Home, des robots. Moi, je suis donc professeure en intelligence artificielle et je travaille avec des robots. Je vais dans les écoles pour essayer de regarder comment les petits garçons et les petites filles réagissent face à ces machines. Quand la machine leur suggère quelque chose, ils vont plutôt suivre la machine qu'un humain. On fait des comparaisons et c'est assez hallucinant, dans le petit âge en tout cas. Alors, qu'est-ce que c'est que la robotique? C'est bien de la science-fiction. Le premier à en parler et à nous faire peur, c'est sûrement Roure, enfin, ce théâtre où on commence à voir l'arrivée de ce mot robota qui veut dire travailleur, serviteur. Et puis 2001, l'Odyssée de l'espace, qui commence à faire peur aussi autour de ce robot qui pourrait prendre nos places, qui pourrait nous manipuler. Et derrière tout cela, il y a l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, je ne vais pas vous faire un cours d'intelligence artificielle, mais il faut absolument que les jeunes filles montent sur ces sujets également, et on en voit très peu. On a moins de 20% de jeunes filles qui vont se destiner à aller dans ces domaines. C'est important parce qu'on simule les capacités cognitives de l'humain, c'est-à-dire percevoir, aider à la décision, générer. Et à travers ces modélisations, il y a énormément de stéréotypes qui vont être renforcés. Pourquoi? Alors, il ne faut pas avoir peur de ces machines, elles ne vont pas prendre le pouvoir, et ce sont des humains qui les fabriquent, avec beaucoup d'hommes derrière qui cherchent à manipuler aussi les consommateurs. Dans tous les métiers, on va avoir de l'IA. ChatGPT, que tout le monde a peut-être utilisé, vous montre à quel point on peut évidemment manipuler les personnes, puisqu'en fait, il n'y a rien d'intelligent dans tout cela. Ni émotion, ni conscience, ni sens humain de quoi que ce soit. Ce sont à partir de nos données que ces systèmes vont finalement trouver les régularités les plus saillantes et puis proposer une suite de mots, sans aucune compréhension de ce qui est dit, sans aucune responsabilité de ce qui est dit. Et donc, à travers ces machines, on a un pouvoir très très fort qu'il faut comprendre. Derrière, il y a des réseaux de neurones, ce sont mes sujets de recherche. Il faut absolument aller voir ça. C'est fascinant pour les filles parce qu'on parle de notre cerveau, de notre façon de penser et comment on le représente sur une machine. Ce sont donc des sujets qu'on vous montre comme étant des mathématiques et en fait, c'est pas vrai. C'est très interdisciplinaire. Et donc, on va chercher des informations en neurosciences, en biologie. Et puis, si on s'intéresse à ces objets socio-techniques, on va aussi avoir besoin de parler de psychologie, de sociologie, de philosophie. Donc, nous sommes vraiment sur de l'interdisciplinarité qui devrait attirer tout le monde, sauf qu'on le présente rarement comme cela. Les intelligences, la machine a une intelligence calculatoire et une masse de données qu'elle peut voir qu'on ne pourra pas voir. Elle n'aura jamais le goût de la pomme. Ce n'est pas une pub pour Apple.
Plus la machine est incarnée, c'est-à-dire plus elle va nous ressembler en humanoïde, c'est un robot qui nous ressemble, plus on va penser qu'elle est intelligente. Ok ? Tous. Donc attention à la représentation dans ces machines. Bon, je travaille aussi sur l'affective computing. C'est quoi ? C'est détecter nos émotions en face d'une machine qui nous regarde différemment qu'un humain, faire qu'on va raisonner à l'intérieur de la machine avec ces détections d'informations et générer peut-être de l'empathie. Et il y a encore un piège plus fort dans finalement la façon de manipuler tout le monde. Donc il faut vraiment prendre conscience que l'affect, ça devrait toucher aussi les filles, l'affectif, les relations entre humains. Et ça aussi, ce sont des problématiques d'ingénieurs en IA. Les robots, on veut les faire aussi pour le bien de la société. Ça peut être des accompagnants pour les personnes âgées, pour les enfants, pour des enfants autistes. Donc il y a vraiment aussi l'idée de soins derrière. Donc vous voyez qu'à travers toutes ces facettes, c'est plus que des mathématiques. Oui, il paraît que les enfants autistes se confient, échangent plus facilement avec un robot qu'avec un humain. Toute la difficulté est exactement cela. Il ne faut pas non plus qu'ils s'isolent avec cette machine. Donc on a besoin de comprendre comment on peut aider un enfant à travers l'utilisation de cette machine à aller plus vers les autres. Et là, on a donc une forte interdisciplinarité à créer. Pas seulement des informaticiens. Qu'est-ce que l'anthropomorphisme ? Eh bien, écoutez, l'IA, on vous dit intelligence artificielle, moi je dis c'est de l'imitation artificielle version machine, puisqu'elle essaie d'imiter à partir de nos données. Et nous sommes dans l'illusion de cet artifice, un peu magique. On projette sur la machine, en fait, des comportements humains, des capacités humaines. On attribue des caractéristiques et on est en empathie quand un objet est poussé. Plus il nous ressemble, plus on va être en empathie. C'est tout à fait naturel et c'est même nécessaire. Plus on sera entouré d'objets, plus on aura besoin de continuer à être en empathie avec ces objets. Par contre, il faut bien prévenir que ce sont effectivement des systèmes. Regardez celui-là. Au Japon. Il accompagne un jeune homme. La fée Clochette. Elle prend soin. Ça suffit pas. Elle accompagne toute la journée. Elle prépare la maison, enfin ce qu'elle peut faire. Elle monte le chauffage, elle va ouvrir la lumière, voilà. Bon. Donc c'est une publicité au Japon. En Chine aussi, ils ont le même genre d'objet. En Europe, on ne les voit pas encore arriver, très peu, mais ils vont arriver. Can I wait to see you? Oh, wow. Et le jeune homme rentre chez lui et va nous déclarer qu'il est content de ne pas être tout seul. Messieurs, darling, la parfaite femme à la maison dans une boîte. Et on l'éteint quand on veut. Somebody's off for me. Je ne sais pas si c'est idéal. C'est un peu inquiétant, non ? Enfin, je sais C'est pas. très inquiétant. Bon, certains se marient au Japon avec des objets comme ça, des robots sexuels. On a besoin des femmes pour comprendre comment on est représenté dans ces machines. Sophia, Alexa, Ekaterra, ce sont des objets tout à fait serviles qu'on peut éteindre quand on veut. Ça, c'est un renforcement des stéréotypes majeurs. On le voit à travers la traduction. Je fais The Doctor, c'est le docteur, The Nurse, c'est l'infirmière. On le voit avec Dali, quand on pose les mêmes questions, on voit des représentations féminisées pour certains jobs et masculins pour d'autres. Et tous ces objets qui pourraient être amplifiés sont comme ça là, rien que les voix. Si je rentre dans ma voiture et qu'on me parle avec une voix féminine, si l'ascenseur me parle avec une voix féminine, si ma montre aussi me parle avec une voix féminine, qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai envie de les éteindre, je les écrabouille. Qu'est-ce que ça veut dire sur la représentation de ce que nous sommes ? Donc il y a là un danger. Personne n'en parle. Quand je parle avec je me rappelle, c'était un banquier suédois, je lui ai demandé pourquoi sa machine s'appelait Ulla et pas Kirk. Il m'avait dit parce que j'ai fait une étude auprès de mes clients. Mes clients préfèrent des voix féminines. Mes clientes aussi.
Mais donc si on reste à ce niveau-là, on ne saura jamais que le monde entier va féminiser les objets. Donc moi j'avais demandé à l'Europe qu'il y ait une règle, qu'on ne va pas voir arriver dans le Act, qui soit que si il y a une voix qui est dans une machine, elle soit choisie au hasard. Si on a besoin que ce soit masculin ou besoin que ce soit féminin, il faut dire pourquoi. Sinon le hasard pourrait rétablir un certain ordre dans tout cela. Je ne suis pas sûre qu'on va y arriver. 엄마 어디 있었어? 엄마 내 Réalité virtuelle. 생각했어? Ça sera encore pire. On pourra jouer avec nos émotions, beaucoup plus nous manipuler. Bon là, il se trouve que c'est un passage très très poignant. Ressusciter les morts, c'est pas du tout ça ce qu'on est en train de faire. Mais ce sont des sujets aussi qui doivent interpeller les femmes. On essaie d'éduquer les enfants, donc à la Fondation Blaise Pascal. Je suis présidente de cette fondation en mathématiques pour pousser les jeunes à aller vers les mathématiques et l'informatique. On a créé des différents groupes, on soutient beaucoup d'initiatives. Avant tout, on soutient des initiatives, mais on a aussi en interne commencé à créer un petit groupe pluridisciplinaire pour essayer de faire des capsules IA éthiques pour nos enfants au cycle 3. L'école faisant pas cela, on se dit que peut-être il y a un moyen de stimuler, il faut aller très jeune voir les enfants, leur montrer ces objets, démystifier, parce qu'ils ont tous un téléphone dans la main, ils surfent sur Internet déjà, ils sont dans les réseaux sociaux très très jeunes. Donc c'est important de comprendre. Et on veut leur faire comprendre, par exemple, dans cette première capsule, j'ai tout perdu. Comment ça, j'ai tout dépensé? Drôle de phrase pour commencer, n'est-ce pas? Cependant, si on la replace dans le contexte du numérique, elle prend tout son sens. Nous passons notre journée en compagnie des écrans. Les à la enfants fois pour parlent aux travailler, enfants. pour jouer, pour discuter avec sa famille ou avec ses amis. On pourrait aujourd'hui parler d'un véritable attachement aux écrans, qui peut parfois prendre la forme d'une certaine dépendance. Mais comment peut-on dépendre d'un écran ? Aujourd'hui, le numérique permet de passer du temps avec ses amis en ligne et de découvrir de nouveaux mondes virtuels. Mais la pratique de certains jeux vidéo ou réseaux sociaux peut entraîner une frustration, car tu n'as pas toujours accès à l'entièreté du jeu ou à toutes les options d'un réseau social. C'est énervant, puisque l'écran se présente comme une vitrine remplie d'objets que tu ne peux pas avoir ou qui demandent du temps et des efforts pour être obtenus. Il y a alors le risque que tu te places loin des autres, car tu préfères être sur ton smartphone ou sur ton ordinateur pour gagner ces objets. Cela conduit à un attachement de plus en plus fort entre toi et ton écran. Mais pourquoi est-ce si difficile de s'en détacher ? C'est parce que passer du temps sur son ordinateur ou sur son téléphone portable produit ce qu'on appelle de la dopamine dans notre cerveau. La dopamine est aussi appelée molécule du plaisir. Elle attire notre attention sur l'écran. C'est elle qui rend l'activité agréable pour toi. Ainsi, notre cerveau perd la notion du temps. Et on peut alors passer de nombreuses heures à jouer ou à scroller sur les réseaux sociaux. C'est exactement ce qu'on appelle le caractère chronophage du numérique. Aujourd'hui, de nombreuses marques utilisent la dopamine pour créer l'attachement aux écrans, afin que tu continues à t'intéresser à ce qu'elles te montrent sur l'écran. J'ai pas de smartphone, mais l'ordinateur, souvent, les mercredis et les samedis, dimanches, j'y passe vers les 1h, 1h30. Souvent, je regarde mes séries sur Netflix. Oui, je joue pas mal à la Switch. Je joue à des jeux vidéo. J'ai plein d'amis qui jouent aussi à Fortnite et on peut jouer ensemble. Ça m'arrive de jouer toute seule et des fois avec mon frère. Je suis tout seul sur mon ordinateur parce que je préfère être tout seul. Je ne suis pas de mauvaise humeur quand j'ai joué trop longtemps. Ça ne m'arrive jamais d'être de mauvaise humeur après avoir passé beaucoup de temps sur mon ordinateur. Ton attachement à l'écran grandit au fur et à mesure que tu passes du temps sur un jeu vidéo ou sur un réseau social. Tu peux alors avoir envie de dépenser de l'argent réel pour pouvoir progresser. Dans les jeux vidéo présentés comme free-to-play, où tu peux jouer sans dépenser d'argent, il y a souvent le principe de pay to win,
C'est-à-dire que tu utilises du véritable argent pour progresser plus vite et devenir plus fort ou plus stylé que les autres joueurs. C'est souvent le cas des jeux sur téléphone. Le pay to win et les achats en ligne fonctionnent grâce à ce qu'on appelle microtransactions, qui sont l'invention des créateurs de jeux. Elles te permettent d'acheter objets et avantages contre de l'argent réel. Mais cela peut générer de la frustration et de la jalousie. Afin d'attirer l'attention et de produire de la dopamine, les entreprises utilisent des publicités ciblées. Elles étudient ton activité sur les jeux vidéo et les réseaux sociaux pour capter l'attention de ton cerveau et t'amener à dépenser davantage. On voit donc que les écrans créent de la dopamine pour le cerveau, qui en réclame toujours plus, et on devient énervé lorsque l'on n'a pas ce que l'on veut. Les entreprises comprennent cela et proposent des microtransactions qui permettent d'avancer plus vite que les autres ou d'être plus stylé. Tout ça te rend de plus en plus attaché à ton écran, au point d'en perdre la notion du temps. Après avoir fait plein d'achats et beaucoup joué, tu peux en arriver à te dire « j'ai tout dépensé ». Et toi, comment ferais-tu pour éviter de tout dépenser ? Voilà, donc on fait des petits films. Il y en aura un sur qu'est-ce que c'est qu'une fille, qu'est-ce que c'est qu'un garçon sur Internet. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est les petits garçons et les petites filles qui vont faire le monde de demain. C'est à eux qu'on doit montrer, en fait, ce que sont ces systèmes, l'interdisciplinarité qu'il y a derrière. Et comme l'a très bien dit la personne qui présentait avant moi, les femmes ne vont pas sur ces métiers. Mais alors moi, je ne dirais pas ça. Je dirais que les hommes prennent toute la place. Tous les métiers à fort salaire, en ce moment, sont vraiment la compète maximale pour les hommes. Et donc, les femmes se retrouvent, elles, un peu à l'écart. On les retrouve en médecine, parce que la médecine, le médecin, maintenant, n'est plus au centre non plus de la société, comme il était avant. Donc, la justice, la médecine, on a beaucoup trop de femmes. C'est inégal aussi, là. Ça serait nécessaire de renverser cela. Et sur tous les métiers à fort impact de pouvoir, nous avons des hommes. Donc, il faut vraiment se demander qu'est-ce qu'il faut faire. Et je pense qu'il faut monter hommes et femmes en même temps sur ce sujet de mixité. C'est évident qu'il faut avoir à la fois des hommes et des femmes si on veut demain avoir un monde plus juste. Et je suis aussi très en colère que ce sujet n'avance pas. Je vous remercie. Merci beaucoup, Laurence. Merci de l'applaudir. Alors, on va continuer avec un dialogue entre vous, Aline et Gabrielle. Aline Aubertin, je rappelle, vous êtes présidente de Femmes Ingénieures. Vous allez nous parler évidemment des atouts d'une carrière d'ingénieur. Et puis, vous allez dialoguer avec Gabrielle aussi. Gabrielle, donc élève de l'ICEP, l'école ingénieur du numérique. Vous êtes allée au cours de votre cursus faire 6 mois à l'université de Berkeley en Californie. Et actuellement, vous vous spécialisez en intelligence des données à l'ICEP. Alors, racontez-nous peut-être avec vos mots votre parcours. Alors, allez-y, peut-être ça va se mettre en route. Allez-y. Alors, un autre micro. Ok. Pardon. Alors, donc moi, j'ai intégré l'ISEP en post-bac, en cycle intégré. Donc, donc, c'est une école qui se fait en 5 ans. Donc, au cours de ma scolarité, j'ai pu faire pas mal d'associations, et celle qui aura le plus marqué quand même ces 5 ans, ça restera donc la junior entreprise de l'école. Donc, pour expliquer rapidement ce que c'est en fait, ça fonctionne comme un mini cabinet de conseil au sein de l'école. C'est une association, et en fait, on va démarcher les professionnels. Donc, ça peut être des grands groupes, des TPE, PME, des auto-entrepreneurs, pour leur proposer nos compétences en fait. Et donc, nous, en l'occurrence, ça va être du développement web, des applications mobiles, des sites internet. Et donc vraiment leur offrir ces compétences-là. Et donc j'ai fait 1 an de chef de projet, donc ce qui m'a permis d'avoir ces compétences commerciales, et aussi 1 an à la présidence. Donc pour vous donner une idée, ça fait 40 ans qu'on existe, donc Junior ISEP, et j'étais uniquement la 3e présidente. Donc c'est un chiffre que j'ai trouvé assez alarmant, parce que c'est la 3e. Donc c'est dû à diverses choses. Déjà, le peu de présence féminine dans les écoles d'ingénieurs du numérique, le peu de présence féminine dans la junior entreprise, et aussi dans celles qui osent candidater en fait à des postes à responsabilité. Donc c'était quand même
à la fois une fierté et à la fois alarmant selon moi, mais ça m'a quand même permis donc d'aller à l'université de Berkeley, donc comme vous l'avez mentionné, et de suivre tout un module entrepreneurial et notamment en lien avec le développement durable. Et aujourd'hui, donc, je suis en stage de fin d'études à la BNP. Bravo. Alors, Aline, on peut l'applaudir. Aline, donc vous êtes engagée depuis très longtemps pour promouvoir cette égalité homme-femme, homme-femme. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. En fait, comme beaucoup de filles, moi, j'ai mis du temps à trouver ma voie. Et en fait, faire des études d'ingénieur et découvrir qu'on pouvait être ingénieur et faire du business, ça a transformé ma vie. En fait, j'ai fait, avant d'arriver à l'ISEP, 30 ans dans ce domaine-là. Et quand je regardais derrière moi, je me disais, mais si quelqu'un m'avait expliqué, si quelqu'un m'avait donné tous les éléments que j'ai maintenant et que donc je transmets à d'autres filles, j'aurais gagné beaucoup de temps et le chemin aurait été plus aisé. Alors j'y suis arrivée quand même et je dirais ça forge une personnalité, mais les jeunes en général et les filles en particulier, enfin d'ailleurs les jeunes, pas plus les filles, mais ça a plus d'impact sur les résultats des filles et sur leur voix, sont tellement mal informées, c'est tellement important de leur donner les codes et des explications que voilà, j'y ai consacré une bonne trentaine d'années de ma vie. Et puis donc plus récemment, vous l'avez dit, finalement j'ai eu envie de rassembler mes deux vies, donc ma vie de femme engagée au sein de l'association Femmes Ingénieurs. Je suis partie de son conseil d'administration depuis 25 à 30 ans et j'en suis la présidente depuis maintenant 10 ans. Et puis ma vie de cadre de l'industrie, donc ma vie d'ingénieur, si je puis dire, faisant des métiers d'ingénieur dans la vraie vie, pour n'être plus qu'une seule personne. Je me suis dit finalement l'une va enrichir l'autre et je n'aurai plus de double vie, mais je n'en aurai plus qu'une. Et c'est ainsi que je suis rentrée au cœur du chaudron et que je m'engage maintenant au sein d'une école d'ingénieurs. Alors, je n'ai pas choisi le domaine le plus facile puisque c'est une école qui travaille dans les technologies du numérique. Donc, c'est un des secteurs où on a le moins de filles. Et donc, je vais m'employer d'abord à faire grandir cette école, mais aussi à essayer d'y attirer plus de filles. Et Gabrielle témoigne que les filles réussissent largement aussi bien que les garçons. Et pour l'avoir vu faire, quand elle a fait sa passation de pouvoir, voilà, de la présidence de la junior entreprise au président qui est actuellement, voilà, qui dirige actuellement cette junior entreprise, qui fait quand même du chiffre d'affaires. Elle a été très modeste, mais elle vous a pas dit. Je veux dire, ça tourne. Ils prennent vraiment des commandes et ils les réalisent. Et j'ai vu tout le charisme et le leadership et ça file les droits aussi bien avec une présidente qu'avec un président. Donc ça fonctionne. Alors Gabrielle, justement, qu'est-ce qui vous a intéressé, vous, dans ce choix des études d'ingénieur, finalement? Parce qu'on n'arrête pas de dire les filles n'osent pas, elles pensent qu'elles ne sont pas à la hauteur, elles pensent qu'elles ne sont peut-être pas assez douées. Vous vous êtes dit, bon, j'y vais. Comment ça s'est passé? Alors, donc moi, j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque un bac scientifique, avant la réforme du bac. Et dans la spécialité, j'en ai pris une qui n'était pas commune, c'était la spécialité ISN, donc c'est de la programmation web en Python. Et donc, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu. Et ensuite est arrivée la fameuse période Parcoursup, où on doit mettre nos choix pour l'année qui arrive. Et bon, à 16, 17, 18 ans, c'est très difficile quand même de savoir précisément ce qu'on veut faire. Moi, la première, j'ai longtemps hésité entre une école d'ingénieur et une école de commerce. Et j'ai quand même eu la chance, en fait, d'avoir un entourage proche, enfin même mes parents qui m'ont jamais bloqué en fait dans ce que je voulais faire, qui m'ont toujours encouragé dans mes choix de parcours. Ce qui, je trouve, est très important quand même à cet âge-là, et à tout âge d'ailleurs. Et donc, j'ai visité beaucoup d'écoles. Et alors là, ça se passait comment quand vous visitiez les écoles? Et c'est compliqué, en fait, quand on arrive dans les écoles d'ingénieurs, parce alors, que pourquoi il y a une présence qui est très masculine. Et même quand il y a une approche parfois qui peut être très maladroite du corps professoral féminin, parce qu'en fait ils se disent ah, enfin une fille, il nous la faut absolument, et c'est vrai que ça peut mettre très mal à l'aise. On a 17, 18 ans et c'est compliqué en fait. On se dit bon c'est peut-être pas notre place, c'est pas l'endroit où j'ai envie d'aller, et c'est pour ça que j'en ai visité énormément et que je me suis sentie vraiment à l'aise à l'ISEP, parce qu'on choisit quand même une école où on va passer entre 3 à 5 ans. C'est un environnement, c'est un lieu de vie, et c'est important de se sentir à l'aise. Et en fait, c'est vrai que j'ai été tout de suite très bien accueillie, aussi bien par le corps professoral que par les étudiants. L'environnement en lui-même, en fait, était très accueillant, et pour moi, c'est quelque chose qui était très important. Donc, d'abord, c'était donc une école d'ingénieur et numérique, parce qu'il y avait tout cet aspect programmation que j'avais pu faire pendant le bac,
qui m'avait énormément plu. Et puis alors après, on en a parlé tout à l'heure avec les entreprises qui étaient là, et on a parlé notamment de tout ce qui concerne le développement durable, les nouveaux métiers, donc Engie notamment, ça a été évoqué donc, par Engie. Est-ce que c'est quelque chose, vous, qui du coup a changé peut-être la donne dans votre engagement vers cette filière ? Au niveau de la transition, oui. Oui. Alors en fait, moi je trouve qu'on n'est pas assez sensibilisé au préalable, aussi bien dans les lycées, en tout cas c'était pas le cas dans mon lycée, donc c'était pas quelque chose qui était rentré en ligne, enfin en compte en fait tout simplement, et c'est quelque chose qui arrivait par la suite par contre. Donc nous on a tout un module de cours qui est dédié à ça, donc on est vachement sensibilisé. Et même avec la junior entreprise aussi, encore une fois, on y revient. Mais c'est vrai qu'on est au contact des professionnels et c'est eux qui, en fait, ça commence à s'inscrire dans les mœurs. Donc, ils vont avoir des valeurs, des chartes RSE qui vont nous sensibiliser. On va beaucoup se remettre en question à ce niveau-là et se dire, bon, bah, maintenant, on est dans le numérique, on propose les solutions de demain et comment on va s'adapter pour que ce soit... respectueux de l'environnement, qu'on corresponde à leurs attentes et que on continue d'avoir des clients qui correspondent aussi au final à nos valeurs. Oui, parce que la junior entreprise, elle a gagné un prix, c'est ça, hein ? C'est ça, exactement. On a gagné Elle en gagne un tous les ans, en fait. Ils sont très forts. Un prix RSE, donc, hein, c'est ça. Voilà. C'était le prix de la meilleure stratégie RSE qui avait été proposé par BNP Paribas en 2021. Et donc voilà, en fait, ça nous a permis de faire vraiment une rétrospective sur toute notre structure et de l'adapter et de mettre en place cette charte RSE à notre tour. Alors justement, Aline, est-ce qu'aujourd'hui, ces enjeux de développement durable, quand vous les intégrez dans votre école, enfin d'ailleurs, comment vous les intégrez ? Est-ce que ça peut changer la donne ? Oui, ça peut changer la donne. Et avant peut-être de répondre à votre question, je rebondis juste quelques minutes sur ce qu'a dit Gabrielle. En fait, elle nous a parlé de ses visites en JPO à l'ISEP. Elle a dit, je me suis sentie bien accueillie. À l'ISEP, on a la parité parmi nos enseignants-chercheurs, ce qui est d'ailleurs quelque chose de remarquable. Pour une école qui travaille dans le numérique, c'est pas le fruit de mon travail, puisque c'était déjà le cas avant que j'arrive. Mais pour avoir été, moi, mère accompagnant un élève cherchant sa voie, on ne pense pas assez à l'impact de ce JPO qu'on enchaîne les unes après les autres, avec des jeunes qui se retrouvent dans des amphis où il y a une majorité de garçons, qui voient défiler sur scène le directeur d'école qui, dans 83% des cas, est effectivement un directeur. Donc vous pouvez faire 4 JPO sans jamais voir une directrice. Il n'y a que 17% des écoles qui sont dirigées par des femmes. Et l'équipe enseignante est aussi très masculine. En fait, tous les stéréotypes sont à l'œuvre et le syndrome de l'imposteur s'enclenche. En fait, on envoie un message aux filles en disant vous n'êtes pas à votre place, regardez autour de vous, il n'y a que des garçons. Donc je ferme cette parenthèse et je réponds à votre question. Alors oui, effectivement, à l'ISEP, on croit vraiment que le numérique responsable est un outil de développement au service de notre société. Et d'ailleurs, notre mantra, c'est mettre le numérique au service de l'humain. Et c'est donc un message très fort qu'on fait passer aux jeunes en disant, si vous voulez éviter de tomber dans ce numérique hyper stéréotypé, et du coup, je n'ai pas besoin de le réexpliquer puisque vous l'avez fait très bien avant moi, vous l'avez résumé, le numérique peut devenir sexiste, le numérique peut devenir raciste si on le nourrit mal. Et évidemment, si un numérique n'est fait que par des garçons, tout ça ne va pas changer puisqu'ils sont porteurs bien malgré eux de stéréotypes. Donc nous, vraiment, dans notre formation, on l'infuse finalement partout. On fait effectivement quelques modules spécifiques, mais on évite de tomber dans allez, on a fait le module, on passe à autre chose. Mais au contraire, on essaie d'avoir cette RSE et ce développement durable dans tous les cursus. Et par exemple, les rapports de stage sont regardés aussi à l'aune de ce point-là. Et donc, on fait en sorte que notre message aille dans cette direction-là et d'expliquer aux jeunes que s'ils veulent s'engager en termes de responsabilité sociétale et s'ils veulent s'engager en termes de développement durable, c'est justement ce qu'on leur propose de faire, c'est de mettre les mains dans le cambouis et de faire en sorte que dans les métiers qui exercent dans ce domaine, ces enjeux soient pris en compte. Et je pense que ça a un impact sur les filles et que c'est aussi un des messages qu'elles ont envie d'entendre. Une dernière question pour toutes les deux. Qu'est-ce que vous diriez finalement aujourd'hui à des jeunes femmes, des jeunes filles qui hésitent peut-être à choisir une carrière scientifique, une carrière numérique, une carrière dans la tech ? Alors moi, ce serait 2 choses. Ce serait dans un premier temps d'oser. Ça peut paraître assez basique, banal dit comme ça, mais c'est vrai que
quand on est jeune, c'est compliqué d'oser, c'est compliqué d'aller à l'encontre en fait de tous les stéréotypes qu'on peut avoir, notamment quand on a un entourage qui nous dit à chaque fois bon bah non, c'est un milieu qui est très masculin, ne va pas là-bas, t'auras pas de copine, c'est très compliqué, donc d'oser et aussi de se renseigner, c'est quelque chose qui est pas toujours facile également, mais en fait nous on est encore étudiantes, on est ravis d'avoir des jeunes, aussi bien des lycéens, des collégiens qui viennent nous poser des questions, aussi bien sur le parcours, sur nos choix. Et voilà, c'est se renseigner. Et pour la petite anecdote, j'ai aussi oublié de le mentionner tout à l'heure. Donc, je suis dans une équipe IT à la BNP aujourd'hui. Et nos développeurs sont en Roumanie et il y a plus de 50%, voire 60% qui sont des femmes. Donc, on voit que c'est beaucoup plus avancé là-bas quand même qu'en France. Et c'est bien dommage pour le moment. Aline, oui. Alors, moi, de mon côté, j'ai envie de leur expliquer que les ingénieurs ES sont des ingénieurs RS comme les autres, même type de carrière, même métier, même salaire à l'embauche dans le domaine du numérique. Alors, c'est que l'ISEP, au moins, après, dans certains secteurs, ce n'est pas toujours le cas. D'ailleurs, c'est un vrai problème et un message à destination des entreprises. Donc voilà, les carrières sont là. L'équilibre vie personnelle et vie professionnelle, il est plutôt assez facile, puisqu'en fait, on est plutôt bien payé. Donc on peut se payer de l'aide. Ce que, par exemple, je pense à une de mes meilleures amies qui est infirmière. Et franchement, quand on avait toutes les deux de jeunes enfants, c'était largement plus facile pour moi qui pouvait me payer une nounou à domicile que pour elle qui avait des gardes, qui travaillaient le week-end et qui n'avaient pas les mêmes moyens financiers. Et je dirais en parallèle de ça, j'attire l'attention des jeunes sur le fait que les enjeux de demain sont tous techniques. En fait, on nous dit les jeunes préoccupés par effectivement l'écologie, les problèmes de développement durable. Eh ben venez, allez dans les entreprises qui vont régler ces problèmes. Et on a parlé beaucoup de numérique puisque je dirige une école du numérique, mais c'est tous les enjeux de demain. On nous parle là aussi de la 5, de la 6G, des problèmes d'énergie, des problèmes de dépollution. Ce sont des problèmes techniques. Et ce sont donc des ingénieurs qui vont les résoudre. Donc si les filles ont envie d'aider à résoudre les problèmes de demain, eh bien c'est de la science qu'il faut qu'elles choisissent. Merci beaucoup Aline. Je crois que vous vouliez réagir, Laurence. Oui, en fait, il faut imaginer que demain, les métiers seront beaucoup plus hybrides. On ne va pas faire que ingénieur, on va s'intéresser à l'éthique des systèmes qu'on développe, par exemple, les conséquences sociétales. Donc il y aura dans les équipes de tech très bientôt, à mon avis, dans les équipes, au moins une ou deux, voire plus. Enfin, il y aura des personnes qui seront venues des sciences humaines et sociales, et c'est nécessaire. Par contre, il faut qu'on ait tous conscience qu'il faut monter en capacité de comprendre ces objets. Ça ne veut pas dire que tout le monde a à coder, pas du tout, mais comprendre l'essence même de ce qu'il y a dans la modélisation de ces machines, qui sont, comme je l'ai montré tout à l'heure, très manipulatrices. On est obligé de passer par là, et je pense qu'on a tout à gagner. Il faut pousser les filles à le faire très jeunes. Il faut qu'à partir du CP, puisqu'on a vu que ça commence au CP, ces différences, on arrête de parler de mathématiques seulement, mais qu'on parle de ces objets de notre quotidien, qu'on a dans les mains, et qu'on démystifie ce que c'est, en montrant les limites et en même temps tout ce qu'on peut en faire, pousser à la créativité de tous sur ces objets, et montrer que c'est en équipe collective humaine, garçons et filles, qu'on va gagner. Alors, on va vous écouter, Mélanie. Mélanie, vous êtes vice-présidente de la Société mathématique de France. Vous allez nous parler de ces mathématiques. Alors, tout à l'heure, Cédric Villani nous a parlé du stress qu'on avait avant de rentrer en cours de maths, que ce soit les garçons ou les filles, visiblement encore plus pour les filles que pour les garçons. Vous allez peut-être nous aider à comprendre et à démystifier ce stress. Alors, peut-être d'abord, en nous présentant l'actualité, on a déjà parlé de ce gap, finalement, entre les besoins qu'on a et puis les femmes en face qui peuvent aider à répondre à ces besoins dans la société. Comment ça s'explique ? Alors, d'abord, on va vous passer un micro qui marche. Alors, d'abord, je voulais vous remercier d'avoir organisé cet événement, ce forum en faveur d'une meilleure mixité dans les métiers des sciences. Donc, je remercie tout particulièrement Aude pour cette organisation. Et puis, moi, je vais essayer de répondre à la commande qui était de montrer les maths un peu sous un autre angle, parce qu'on parle beaucoup des stéréotypes genrés, mais les stéréotypes genrés sont aussi liés à des images véhiculées par la société de nos disciplines scientifiques. Donc, Laurence a très bien expliqué en quoi le numérique avait une image qui pouvait être faussée vis-à-vis du public, et donc je vais essayer de faire la même chose pour les mathématiques. Alors, ça sera peut-être moins en direction des filles,
même si dans un premier temps, je vais quand même parler de la question des filles, parce que c'est un petit peu ça qui a fait que je suis là aujourd'hui. Donc, moi, je suis enseignante-chercheuse à l'Université Paris-Saclay, je suis mathématicienne. Comme dit, donc je viens de la même école que Cédric, donc je fais partie des très rares rescapés en maths. Après la mixité des écoles normales supérieures, hein, donc on était 2 sur 40, donc ça fait largement moins de 10%. Hein. Voilà. Après, il est vrai que cette école a la chance d'être pluridisciplinaire, et donc on peut récupérer quand même une mixité, c'est-à-dire il n'y a pas que des maths, il n'y a pas que de la physique, il y a aussi des lettres, il y a aussi des langues. Et du coup, c'est un environnement extrêmement riche parce qu'il mélange les disciplines. Et donc je vais revenir après dessus sur cet aspect interdisciplinaire qui est absolument essentiel pour nous permettre d'avancer. Donc il y a plein d'échos en fait, dans ce qui a été dit tout à l'heure, aussi bien au niveau du collectif entreprise que du collectif que je coordonne actuellement, dans notre volonté d'avancer sur le sujet des sciences et sur le sujet de la place des filles en sciences. Après, alors si je vais développer un petit peu, donc dans ma position, il y a une communauté mathématique qui est extrêmement bien organisée, très soudée, dont je suis vice-présidente de la Société mathématique de France, qui est une des sociétés savantes qui représente la communauté, et donc je suis engagée auprès de la réflexion sur la formation des élèves, et puis des étudiants, et puis des enseignants, en mathématiques particulièrement. Et donc, à ce titre-là, d'habitude, on échange beaucoup avec les tutelles sur les politiques éducatives. Et il y a eu, au cours du dernier quinquennat, le projet de réforme Blanquer du lycée et de la formation des enseignants, qui a beaucoup, au cours duquel il y a eu beaucoup d'échanges. Et puis, il y a eu des inquiétudes sur la place des maths et des sciences, en particulier dans les programmes du lycée. Et ces inquiétudes, elles ont débouché sur ce qu'on voit aujourd'hui, qui a conduit à un effondrement en fait, des élèves qui font des maths dès la première. Et en général, un effondrement des choix scientifiques et qui touche particulièrement les filles. Et donc ces alertes-là, elles ont par un hasard de calendrier été transmises dans les médias. Donc ça reflète en fait quelque part une inquiétude qu'on a su traduire et qu'on a su diffuser. Nous, société savante invisible du grand public et de la société, en fait, d'un coup, on est apparu dans la société. Alors ça venait aussi d'une prise de conscience de quel était notre rôle dans la société en tant que communauté de chercheurs. Et donc, je pense que cette prise de conscience, elle était au niveau associatif, elle était au niveau du CNRS, puisqu'il y a eu des assises des mathématiques sur le sujet. Donc cette question de la place des sciences pour répondre aux besoins énormes en question des savoirs scientifiques et technologiques pour répondre à tous les défis, toutes les mutations qu'on voit apparaître actuellement, qui sont extrêmement fortes, aussi bien au niveau de l'environnement que du climat, que des ressources, que des liens sociaux. On a parlé des liens sociaux, voilà, c'est la santé, voilà. Donc tous ces problèmes-là sont majeurs, vous savez très bien, mais du coup, cette prise de conscience de l'appartenance au collectif, en fait, je pense que c'est quelque chose de clé. Et donc là, on est dans le social, hein, on n'est pas dans le hard skills, on est dans le soft skills, vraiment. Donc je pense que l'aspect communautaire nous a permis de démarrer et d'enclencher ce débat. Après, donc, on peut peut-être faire passer le slide sur les graphiques, si on veut expliquer ce qui s'est passé. Alors, voilà. on a un Pavlov, je crois que voilà. Laurent, Ouais. c'est vous qui l'avez, non? Ou... Ah, voilà. Donc c'est pour expliciter un petit peu ce qu'a dit Karine tout à l'heure au niveau du lycée et puis ce qu'a dit Cédric sur les solutions à mettre en place. Donc du point de vue de la société mathématique, on a écrit des notes qui reprenaient les notes de l'ADEP pour pouvoir retracer les séries et pouvoir suivre en fait les profils scientifiques des élèves au lycée. Et en fait, ce qui a déclenché un petit peu la colère, c'était d'abord l'épuisement face à l'absence de dialogue dans l'écoute des experts pour les arbitrages politiques, dans les politiques éducatives. Et puis, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est le fait qu'il y avait une baisse des filles dans les classes de maths qui avait été signalée par l'ADEP, mais il n'y avait pas de comparatif sur le long terme. Donc en fait, quand on voit une baisse, et là donc on est dans la démarche
scientifique. On ne sait pas si c'est significatif ou non. Et il se trouve que, par hasard, je me suis aperçue qu'il y avait eu une progression de la part des filles dans les terminales S et premières S depuis les 20 dernières années, qui nous amenait quasiment à parité de filles-garçons. Et donc, en 2 ans de réforme, cette parité a dégringolé de près de 10 points. Et donc, c'est ça qui a enclenché cette volonté de mettre à jour, de signaler l'alerte, avec des notes de synthèse, dont vous voyez là 2 graphiques qui sont mis à jour. Donc, on voit la part des... Alors, d'une part, la part des élèves en première qui suivent plus de maths a dégringolé, et qui touche les filles et les garçons. Mais les garçons, ça concerne un quart d'entre eux, tandis que les filles, ça concerne quasiment la moitié, dans ces graphiques de gauche que vous voyez. Et vous voyez qu'en fait, on ne va pas résoudre le problème avec ce qui est annoncé actuellement, puisque là, c'est 3 heures au plus, c'est-à-dire c'est le bagage minimum pour pouvoir faire un cursus scientifique après. On est au niveau de la première, on n'est pas au niveau de Bac plus 5 en maths, on est d'accord. C'est des éléments de base qui permettent ensuite d'aller dans des études, que ce soit de l'économie, de la gestion, même de la psycho. Il y a besoin d'un peu de stats, il y a besoin de comprendre un petit peu toutes ces données numériques, de savoir comment elles s'organisent entre elles. Il y a besoin de savoir manipuler un peu des données dans les logiciels et de comprendre ce que ça fait. Et puis, bien sûr, tous ceux qui vont ensuite s'orienter vers des sciences plus dures, entre guillemets, et qui ont, eux, besoin d'un socle plus solide. Donc, ce problème de première, il est majeur et il n'est pas résolu actuellement par ce qui est proposé, qui ne touche pas ces élèves qui doivent faire un minimum de maths pour aller après dans des études où il y a un peu besoin de maths, il y en a beaucoup. Et puis ce qu'on voit donc en terminale, c'est que quelle que soit la dose de maths choisie, de toute façon, il y a une baisse de la perte des filles dans tous les parcours de maths. Alors j'ai choisi ce graphique-là qui montre, donc le référentiel, c'est juste par rapport aux maths. Et comment vous l'expliquez alors ? Alors, il s'explique, il y a beaucoup de phénomènes qui entrent en jeu, puisque les phénomènes des stéréotypes, on en a parlé, et évidemment, ils sont à l'œuvre. Il y a aussi des choix de structure. Donc, dans les structures, j'entends les changements d'organisation de l'offre au lycée. On imagine quelque chose de très simpliste. Si j'oblige tout le monde à faire des maths, il va y avoir dans le graphique de gauche 100% de garçons, 100% de filles qui font des maths. Si j'enlève les maths, il y a 0% de filles, 0% de garçons. Donc on voit que l'offre de formation, elle va impacter directement par un effet mécanique les choix des filles et des garçons. Alors ce qui se passait avant la réforme, c'est qu'il y avait 2 offres de maths. Il y avait en première les maths en ES, qui étaient plus en lien avec les sciences économiques et sociales, et puis les maths pour les scientifiques, qui étaient plus orientés vers la physique et la biologie. Et dans la nouvelle offre de formation, il n'y a plus cette offre adaptée au profil économique et gestion. Or, dans cette filière-là, en ES auparavant, il y avait davantage de filles que de garçons. Donc ça va impacter un peu plus les filles que les garçons. Et donc ça fait partie aussi des études qu'on a faites pour voir comment était impacté ce public-là. Et donc, bien sûr, ils sont impactés, donc ça fait diminuer globalement la part des filles de la première. Mais en plus, là, on voit des stéréotypes de genre apparaître. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'abandon chez les filles que chez les garçons. Donc là, c'est autre chose. Donc là, on est sur les stéréotypes. Donc ça veut dire que ça aussi, c'est quelque chose à combattre. Alors, je voudrais préciser, c'est que combattre les stéréotypes, c'est très bien, mais c'est ce qu'on fait déjà depuis très longtemps et on n'y arrive pas. Alors, preuve les graphiques, en fait. Alors, quelle solution, alors, du coup ? Alors, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des solutions techniques qui sont à, ce que dit Cédric, réorganiser le lycée pour ne pas avoir ce tuyau percé qu'on a éventré d'un coup entre la seconde et la première. Et ce que permettait quelque part de faire un peu la terminale S, en fait. C'est ce qu'elle avait fait. La terminale S, elle était suffisamment généraliste pour ne pas exclure les filles. Après, on avait un problème entre la terminale et le supérieur, parce que là, on avait une fuite forte des filles vers la biologie, la santé, y compris des filles qui sortaient de terminale S. Mais néanmoins, quand même, elles avaient ce choix jusqu'en terminale. Et on sait que plus on retarde l'âge des choix, et moins les stéréotypes s'exercent. Et donc là, quand on avance l'âge des choix, on aggrave en fait ces phénomènes de stéréotypes.
Voilà, donc déjà garantir un cadre un peu structuré où on assure des maths pour tout le monde permet de limiter la casse, je dirais. Ça ne résout pas tous les problèmes. Et après, tous les problèmes, ils viennent, j'ai entendu parler d'exemples de professeurs qui donnaient plus de devoirs aux filles qu'aux garçons. Et non, donc, c'était le contraire, c'était plus aux garçons. Plus aux garçons qu'aux filles, hein, quand il s'agissait de codage. Et ça suppose qu'il y ait une sensibilisation, puis une formation aux stéréotypes de genre, non pas en direction des élèves, mais en direction des enseignants. Et puis je vais remonter encore, c'est-à-dire qu'au niveau des formateurs d'enseignants. Au niveau de tout le monde, finalement. Au niveau de tout le monde. Oui, mais ouais. en fait, pour agir, comme il y a beaucoup d'élèves, hein, c'est des millions d'élèves, il y a 1 million d'enseignants, et puis il va y avoir quelques milliers de formateurs. Donc, alors Mélanie, je crois que par rapport à ce que vous dites, Laurence et Aline veulent réagir. Moi, je dirais que c'est ce qu'on a entendu ce matin, c'est que bon, c'est très bien de vouloir rénover l'école, parce qu'on en a besoin, énormément, mais il faut aussi que dans la société, on change la façon de voir les choses. Et on voit que des influences énormes par le biais des séries télévisées. Donc nous, on a commencé à la Fondation Blaise Pascal, et venez nous rejoindre, à essayer de monter une série télévisée sur les filles et les sciences, avec l'idée de harcèlement à l'école. Bravo, oui, on peut... Comment les filles vont prendre saluer l'initiative, effectivement. ce sujet sur la justice. Il faut penser que nos enfants, tout ce qui est injuste, ça les énerve, même dans les petites classes. Hein, s'il n'y a pas la même chose, on ne donne pas la même chose à tout le monde. L'injustice, c'est comme ça qu'on va aller les chercher, peut-être. Et je pense qu'il faut faire cet effort sur l'éducation, mais faire l'effort sur les familles, qui doivent aussi s'embarquer dans cette histoire. Donc, pour tous les entrepreneurs, pour toutes les personnes qui ont envie de participer à cet effort qu'on est en train de monter, on a 2 scénaristes qui ont commencé à faire une Bible autour de l'école, au lycée, au collège, avec cette idée de harcèlement et de curiosité des enfants qui veulent regarder, mais pourquoi ça se passe comme ça? Et derrière, générer que ces métiers sont pour tous, et on a besoin de travailler là-dessus. Et les femmes qui ont envie de prendre soin des autres, si on repart sur les stéréotypes, elles seront là. Aline, un mot de réaction? Oui, j'avais envie de mentionner 2 points. Le premier, pour compléter ce que disait Mélanie Guéné à l'instant, je crois que c'est l'éléphant dans la pièce, il ne faut pas avoir peur de le dire. En fait, qu'est-ce qui se passe au jour d'aujourd'hui? C'est que ces jeunes filles qui sont en première et qui doivent abandonner une spécialité et qui sont peut-être... Parce que souvent les filles, elles sont plutôt moyennes, voire bonnes partout, mais qui se disent « Oh, les maths, c'est un peu compliqué », puis qui sont porteuses aussi de tous ces stéréotypes. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, les parents, mais aussi les enseignants, parce qu'il n'y a pas de raison que les enseignants soient moins porteurs de stéréotypes que les autres, malheureusement. On aimerait qu'ils soient mieux formés et qu'ils ne le soient pas, mais la réalité n'est pas là. Leur disent « Écoute, puisque tu n'aimes pas trop les maths, laisse tomber, voilà, et laisse tomber la spécialité maths ». Et là, le piège se referme sur les filles, parce qu'en fait, comme tu l'as très bien dit, Mélanie, il y a tout un tas de spécialités, y compris des spécialités qui ne sont pas scientifiques pures, qui se ferment pour elles. Et je vais vous donner un seul exemple parce qu'il me tient énormément à cœur. Il y a beaucoup de filles, effectivement, en SES, donc dans les filières sciences éco. Les élèves qui font des sciences éco, et en particulier les filles, ne font plus de maths. Et regardez dans Parcoursup les filières qui sont ouvertes à des élèves qui auraient fait des sciences éco et qui n'auraient pas fait de maths. Il n'y en a quasiment pas. Il n'y a que Sciences Po qui joue le jeu et tout le monde ne peut pas aller à Sciences Po. La plupart des filières universitaires de sciences éco vont dire à ces jeunes, filles et garçons, mais il y a beaucoup de filles, vont leur dire on est désolé, tu ne peux pas poursuivre en sciences éco, tu n'as pas fait de maths, tu ne sais pas faire de proba, tu ne sais pas faire de statistiques. Et donc, il y a énormément de filières qui se ferment. Et il y en a une qui me tient particulièrement à cœur, à l'ISEP. Et je crois, à force de regarder, on est pratiquement une des seules écoles d'ingénieurs du numérique qui fait ça. Il y a des écoles d'ingénieurs qui prennent des jeunes qui n'ont fait qu'une spécialité scientifique, mais il semblerait qu'il y en ait très peu qui prennent des jeunes qui aient fait qu'une filière scientifique. C'est le cas de l'ISEP, en leur disant on vous prend comme vous êtes et on va vous faire des cours de sciences éco et en 2 ans, on va vous renforcer en maths, on va vous renforcer en physique, mais on va aussi s'appuyer sur ce que vous savez faire. Et nous, on a une filière, donc une prépa qui s'appelle Sciences et Sociétés et qui, avant la réforme du bac, avait à peu près 30 à 40% de filles. C'est remarquable hein, dans une école du numérique, quand on est à 20%, on débouche le champagne. Donc là, 30-40, c'était waouh, on a trouvé la martingale. Eh bien, cette année, je ne suis pas sûre qu'on remplisse cette classe prépa, puisqu'en fait, des élèves qui font donc des maths et des sciences éco, il n'y en a plus. Et alors là, des élèves qui n'ont pas fait de sciences du tout dans une école d'ingénieurs, là, c'est pas possible, on n'y arrive pas. Alors Laurence, très rapidement, puis Mélanie, un mot de conclusion. Je suis désolée, vous avez encore beaucoup de choses à nous dire, mais voilà, on vous retrouvera cet après-midi. Ouais, juste un petit mot sur les stéréotypes et les réseaux sociaux. L'EPITA, qui est une école donc,
pour pousser les jeunes filles et les jeunes garçons comme l'ISEP pour aller faire de la technologie et de l'IA, avait fait 4 visuels pour pousser la publicité sur les réseaux sociaux pour l'école. D'accord ? 4 visuels où de dos, on voyait 2 fois un garçon, 2 fois une fille. Une fois avec les cheveux, de dos, avec 50% garçons, 50% informatique, 100% épithèque ou épita. Et la même chose pour les filles. On voyait soit le t-shirt seulement, soit avec les cheveux. Ces 4 visuels, ils ont demandé à les envoyer sur les plateformes pour qu'elles soient diffusées au plus grand nombre. Ils ont fait une étude sur toute la France, avec à la fois du rural et de la ville, sur 4 régions, donc équitables. Et ils se sont aperçus de la chose suivante. Sur 9 jours, c'est que les visuels, le premier visuel qui était montré, à votre avis, c'est lequel ? Le garçon avec les cheveux. Ensuite, le garçon sans les cheveux. Ensuite, la fille sans les cheveux. Ensuite, la fille avec les cheveux. Ok ? Pourquoi ? Pourquoi, à votre avis ? Parce que les garçons aiment plus l'informatique ? Mais non, c'est stupide comme machine. Parce que les annonceurs sont prêts à payer beaucoup plus cher pour les filles, pour leur envoyer de la pub, sur les enfants, la maison, les fringues, tout ce que vous voulez. Et c'est ça le vrai enjeu. C'est qu'on ne comprend pas souvent comment arrive... Malgré nous, ce n'est pas une volonté de quelqu'un de faire cette discrimination. Comment elle est insidieusement propagée par les réseaux sociaux. Et je pense que c'est important de comprendre que ça va beaucoup plus loin que juste former. Il va falloir se rendre compte de tous ces mécanismes autour des réseaux sociaux et qui sont vraiment défavorables pour une mixité. Mélanie, donc en conclusion, je suis désolée. Moi, je vais rebondir sur les questions de messages et les questions d'images véhiculées. Il y a effectivement les réseaux sociaux, il y a aussi du coup les médias dans leur ensemble. Et c'est vrai que quand on regarde dans les médias dans leur ensemble, il y a encore énormément de travail pour améliorer ce dialogue entre science et médias. Et donc, quelque part, l'audience qu'on a eue l'année dernière, c'est peut-être un signal positif du fait que les médias s'intéressent d'un coup aux maths. C'était quand même quelque chose d'assez inédit. Donc, ça va plutôt dans le bon sens du côté des médias. Mais du coup, c'est d'autant plus important que l'État prenne en charge aussi le message qu'il envoie. Et quand il supprime les maths du tronc commun en première, quel est le message envoyé envers les sciences ? C'est que les sciences, à partir de la première, ça compte pas, et les maths, ça compte pas. Donc tant qu'on reste sur un tronc commun obligatoire de 16 heures avec 2 heures d'enseignement scientifique général pour tous, on ne peut pas y arriver, parce que le message transmis, c'est les sciences et les maths dans la vraie vie, c'est 10%. Voilà, 10% de votre vie. Donc je pense qu'on ne peut pas y arriver si on ne transforme pas cet équilibre. Merci en tout cas pour ce mot de conclusion. Merci à toutes les 4, on peut les applaudir.